Alors là, on remonte assez loin dans le temps, on remonte à la fin du XVIIe siècle. C'est le moment où, en Europe, un sentiment d'indignation se répand après les différentes répressions dont les protestants ont été victimes, et notamment la fameuse abrogation de l'édit de Nantes, et on réfléchit sur la tolérance. Dans un premier temps, c'est un premier pas vers le chemin de la séparation des églises et de l'État. La tolérance, ça consiste à se demander si le seul comportement possible face à des gens qui revendiquent une autre croyance, c'est la répression et c'est la volonté de les empêcher de manifester les croyances qui sont les leurs. C'est le point de départ d'un chemin qui sera un long chemin qui consistera à faire un pas de plus et à se dire, il ne s'agit pas simplement de tolérer, de supporter d'autres croyances, mais d'accepter la diversité des croyances. Et ça, c'est ce chemin qui, au XVIIIe siècle et par la suite, nous mènera vers ce que nous appelons désormais la séparation des églises et de l'État. Le moment de la Révolution française est un moment absolument passionnant parce que, là encore, ce qui deviendra la séparation des églises et de l'État se cherche à la fois au niveau des idées et au niveau des institutions. Au niveau des idées, le sujet est d'une certaine manière relativement clair, c'est de savoir si on peut fonder une morale, une participation à la vie citoyenne, si on peut fonder les différents éléments du contrat social sur autre chose que sur la croyance religieuse. Et la réponse des révolutionnaires, héritiers des philosophes du XVIIIe siècle, et la réponse par exemple de Condorcet, c'est de dire qu'on n'a pas besoin pour fonder la vie en société de se référer à une croyance religieuse, qu'il suffit de se reporter à la morale naturelle, qu'il suffit de se reporter à la raison, qui sont partagées par l'ensemble des hommes. Alors tout cela continue à se débattre tout au long du XIXe siècle. Ce qui est important, c'est de comprendre que la fameuse loi de 1905 est l'aboutissement en fait d'un long processus et d'un long travail des idées. Au XIXe siècle, on est dans la situation suivante. Napoléon Bonaparte, en décidant le Concordat, a choisi la solution, comme les premiers révolutionnaires, d'une Église qui soit subordonnée à l'autorité du pouvoir impérial. Donc ça n'est pas la solution de la séparation. Mais pour autant, un certain nombre de penseurs continuent à réfléchir et à défendre l'idée de la séparation. C'est le cas par exemple de Victor Hugo quand il intervient contre le projet de loi Fallou, ou c'est le cas d'un penseur extrêmement intéressant comme Tocqueville, dont on connaît l'importance dans la pensée politique, et qui défend lui aussi la séparation, avec un argument original d'une certaine manière, parce qu'il renverse la perspective traditionnelle, et qui consiste à dire que l'Église a tout à gagner à la séparation entre elle-même et l'État, parce qu'une Église trop étroitement unie à l'État doit assumer du coup l'impopularité inévitable d'un régime politique. Et si elle veut éviter d'être contaminée en quelque sorte par l'impopularité politique, elle doit se situer ailleurs et accepter de se mouvoir dans un ordre différent de l'ordre du pouvoir civil.